Nous allons soit terminer le cours qu'on avait fait la dernière fois, ou bien aller directement à la correction des devoirs, et la prochaine fois nous allons terminer le cours. Et je vais vous donner en même temps la technique de la dissertation. Je pense que ça va nous prendre les 2 heures. Et pour le cours, on va laisser jusqu'à la prochaine fois, pour la fin du cours. Donc, nous allons corriger le devoir de philosophie. Lisez-moi le devoir, s'il vous plaît. Diderot. Encyclopédie. Dans les sociétés, faveurs et privilèges ne doivent être distribués qu'en fonction du mérite personnel. Après avoir défini le mérite personnel argumenté à partir des exemples tirés de votre vie communautaire et vos lectures. Voilà. Donc, voilà le sujet qui vous est proposé. Et il faut être très prudent quand on est face à un sujet de dissertation ou bien de commentaire qu'on appelle aussi l'explication du texte en philosophie. Ce sujet, vous n'êtes pas obligé. Quand on vous donne un devoir de philosophie, une dissertation, vous n'êtes pas obligé de connaître forcément la vie de l'auteur. Ça, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé. Et ne pensez pas qu'on vous donne un auteur dont vous ne connaissez pas la vie, que vous êtes partie défavorisée pour le sujet. Si vous ne connaissez pas l'auteur, mais au moins il y a une constante en philosophie, c'est ce qu'on a écrit, ce que l'auteur a écrit. Ça, c'est à ce niveau où vraiment vous devez vous concentrer sur la citation, sur la pensée de l'auteur. Et aujourd'hui, je vais vous donner aussi la technique de dissertation. Voilà, je donnerai ça à M. Papa Sandiaï. Donc, il va vous faire photocopier ça et vous devez pouvoir en bénéficier. D'abord, en dissertation, il faut voir les types de sujets que vous devez avoir, qu'on doit vous proposer. Il y a d'abord le premier type de sujet, c'est la question. Peut-on croire en Dieu et être libre? Ça, c'est une question qui peut venir. Un type de sujet qui est une question. Ensuite, il y a aussi un type de sujet qu'on appelle la notion. C'est un simple mot. Pour vous dire la joie ou la peur. Ça, vous pouvez l'avoir en dissertation. Il y a aussi autre sujet, le rapport de notions.
exemple, on y pose deux termes, deux concepts. Par exemple, on vous dit justice et pardon. Ça, et ensuite, dernière, c'est la citation. La citation, c'est la pensée d'un auteur. Donc, parmi ces 4 types de sujets, quel est celui que vous avez traité? Quel est celui que vous avez traité? Oui? Ah? La notion? La citation, bien sûr. Selon Diderot, entre guillemets, donc c'est la citation. Maintenant, je vais vous donner la technique en m'appuyant sur le corrigé du devoir que nous avons fait. Quand vous avez un devoir de philosophie, une dissertation philosophique, essayez de rendre, quelle que soit la nature, il faut rendre le devoir compréhensible. Des éléments qui aident à comprendre le devoir que vous avez à traiter. Ça, c'est important. Mais pas n'importe quel élément, mais des éléments qui sont en relation avec la citation que vous devez traiter. Aujourd'hui, nous allons parler de Diderot, qui a donné une pensée dans l'encyclopédie. Et si on doit traiter ce sujet-là, on commence d'abord par ça. Il est bon que vous preniez note là, parce que ça, je ne l'ai pas en mémoire. Je ne l'ai pas en support électronique. Donc, dans le sujet que vous avez traité, vous devez donner des éléments pour comprendre, qui ont trait à la connaissance du sujet. Et quels sont les éléments qui me viennent en tête? Si vous le savez, la personne de Diderot. Diderot, c'est un philosophe du XVIIIe siècle. Diderot, philosophe du XVIIIe siècle. Et il a participé à l'écriture d'un livre extrêmement important, c'est l'encyclopédie. L'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est un ouvrage, c'est un livre de référence au XVIIIe siècle. Parce que toutes les connaissances, ça vous pouvez l'écrire, toutes les connaissances que pouvaient avoir les hommes au XVIIIe siècle étaient dans l'encyclopédie. L'encyclopédie n'a laissé aucun sujet. Tout ce qui est science et littérature, l'encyclopédie en a parlé. Donc, l'encyclopédie, c'est un réservoir de connaissances. On peut l'écrire. Réservoir
de connaissances. Et Diderot a largement contribué à la rédaction de l'encyclopédie. Et l'encyclopédie était un ouvrage qui permettait de contester beaucoup de pratiques de la monarchie de droit divin. Parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, la France était dirigée par un roi. Et que donc, l'encyclopédie a beaucoup contribué à contester la monarchie de droit divin. Parce que le roi, on parle de monarchie de droit divin parce que le roi se croyait élu par Dieu. Et que donc, par conséquent, il n'avait pas de compte à rendre aux hommes. Il n'avait rien à dire aux hommes. C'est Dieu qui l'a élu et il peut faire tout ce qu'il veut parce que c'est Dieu qui est comptable, c'est Dieu à Dieu qu'il doit rendre compte de ce qu'il fait. Et Diderot, dans l'encyclopédie, nous l'avons vu la dernière fois, a dit que nul homme n'a le droit de diriger les hommes au nom de Dieu. Le seul pouvoir valable doit être conféré par les hommes. Et que donc, l'encyclopédie alors est un ouvrage de contestation, un ouvrage de combat, ça il faut le dire. Donc, ouvrage de contestation, ouvrage de combat. Qui a permis, qui a donné à l'homme les arguments de chercher à se libérer de la monarchie de droit divin. Et maintenant, quand on vous donne un sujet de dissertation, ça, si vous ne l'avez pas dans un sujet, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On passe à l'étape suivante. Si vous avez des connaissances sur le sujet, vous les énoncez. Mais si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, on passe à l'étape suivante. Et je vous ai dit que cette étape-là, maintenant, ça, c'est une lecture attentive du sujet qu'on vous donne. Là, maintenant, on va vous évaluer en fonction du sujet qui est proposé. Et que donc, il vous faut absolument une lecture attentive du sujet. Qu'est-ce que vous devez vous dire quand vous êtes devant un sujet de dissertation? C'est un sujet qui n'est pas donné arbitrairement. Il faut toujours vous dire que ce sujet qui m'est donné n'est pas un sujet arbitraire. On veut tester mes connaissances à partir de ce sujet-là. Et que donc, ça, c'est important à savoir. C'est pourquoi vous devez faire ce que l'on appelle une reformulation. Une reformulation du sujet. C'est-à-dire parler du sujet, mais sous une autre forme. Ça, c'est un moyen de montrer que vous avez compris ce qu'on vous demande dans la dissertation. Diderot, il dit que dans les sociétés, faveurs et privilèges ne doivent être distribués qu'en fonction du mérite personnel. Donc, il fait une affirmation. Il veut dire que dans la société, et ça c'est une reformulation, ne doivent être distribués qu'en fonction du mérite. Donc, il pose une condition. Il pose une condition. On ne doit distribuer faveurs et privilèges qu'à ceux qui ont un mérite personnel. Et donc, en le formulant, on peut dire, Diderot
dit que dans les sociétés, faveurs et privilèges doivent être distribués obligatoirement à ceux qui ont un mérite personnel. Et là maintenant, le sujet devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à comprendre. Et là maintenant, tout sujet qu'on vous propose, ça il faut que vous l'ayez en repérage. Tout sujet qu'on vous propose a un problème philosophique à l'intérieur. Et ça, pour que vous êtes élève de terminale, vous faites de la philosophie, et donc on ne vous pose pas un sujet qui n'a pas un fondement philosophique. Donc ça, dites-vous bien que dans tout sujet, il y a un problème philosophique posé. Un problème philosophique qui est posé. Et là maintenant, quel est le problème philosophique qui est posé ici? Qu'est-ce que ça vous vient dans la tête? Quel problème philosophique? Quand Diderot dit que les faveurs ne doivent être données qu'en fonction du mérite personnel, mais quel peut être, selon vous, le problème philosophique qui peut être posé? Hein? Oui? Oui, mais c'est un peu trop vague. Le problème philosophique n'est pas seulement parce qu'un problème philosophique, il faut dénoncer ou bien il faut approuver quelque chose. On pose un problème philosophique en dénonçant quelque chose ou bien en appuyant, en avançant des arguments sur un problème déterminé. Mais quand Diderot dit que les faveurs et les privilèges ne doivent être distribués qu'en fonction du mérite personnel, qu'est-ce que vous pouvez avoir derrière la tête? Oui? Athénien, ça aussi c'est encore une idée. Donc, Socrate dénonçait un peu ce qui se passait dans la politique athénienne. Ça aussi. Mais ici, si on axe notre réflexion sur ce que Diderot a dit, oui? Est-ce que faveur et privilège est donné seulement en fonction du mérite dans les différentes sociétés? Oui. Mais le problème philosophique, c'est on dénonce. Parce que, alors, si on donne des faveurs et des privilèges à ceux qui n'ont pas le mérite, comment vous pouvez le juger, vous? Si on donne des faveurs et des mérites à quelqu'un qui a des faveurs et des privilèges, à quelqu'un qui n'a pas le mérite, comment vous pouvez-vous? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème auquel vous êtes confronté? Par exemple, quand vous êtes avec un camarade, bon, vous êtes candidat à un concours, lui, il a un père qui peut l'aider, vous travaillez tous les deux, et même vous travaillez plus que lui, mais finalement, il va réussir au concours et vous ne réussissez pas. Donc, on lui donne une faveur qu'il ne mérite pas. Alors vous, comment vous pouvez... Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cet acte-là? Oui? Injustice, voilà. Donc, c'est une injustice. Et en disant que on ne doit donner les faveurs et les privilèges qu'à ceux qui ont le mérite personnel, il veut dénoncer l'injustice qu'il y a eu. Parce que, je vous l'ai dit, avec la monarchie, le roi
pensaient qu'ils ne devaient rendre compte qu'à Dieu. Et par conséquent, ils donnaient des places, des privilèges à des personnes qui ne le méritaient pas. Qui ne le méritaient pas. Oui, entrez. Merci, monsieur. On va faire l'appel. Pour diriger la cité, il faut avoir des formations. Oui. Donc, on peut le dire, la valorisation du savoir. La valorisation du savoir. Donc, dans ce texte-là, on dénonce l'injustice et on valorise le savoir. Ça, c'est deux points qu'il faut tirer en évidence. Et qu'est-ce qu'on peut constater de la pensée de Diderot? Quand Diderot nous dit qu'il ne faut donner les faveurs et les privilèges qu'à ceux qui sont méritants, qu'à ceux qui ont le mérite personnel, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en sous-entendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce qu'il faut dire aussi, les philosophes, ils parlent par énigme. Ils ne veulent... Ils mettent des ficelles à décortiquer dans leur message. Et c'est ça l'intérêt de la philosophie. Il faut aller décortiquer le message qui se cache derrière une pensée philosophique. Et donc quand il le dit, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre? Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre? Oui? On va donner des faveurs. Oui. On va favoriser, pour privilégier les hommes qui ont le mérite. Qui ont le mérite. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Oui? Dans la société, il faut donner aussi, donne faveur et privilèges à ceux qui... Et voilà la réflexion. Il veut dire, effectivement, si je veux que les faveurs et les privilèges soient donnés uniquement aux gens qui ont le mérite personnel, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mérite et à qui on donne des faveurs et des privilèges. Et c'est ça l'intérêt, mais de la démarche philosophique. Il faut aller décortiquer la pensée du philosophe. Alors maintenant, de manière très simple, quelle est la problématique? Parce qu'on travaille maintenant sur deux versions. Il faut donner les faveurs et les privilèges à ceux qui ont le mérite. Et là, on commence même à faire une esquisse de plan. Une esquisse de plan. Il faut donner les faveurs à ceux qui ont le mérite personnel. Mais en retour, en revanche, il y a des gens qui ne sont pas méritants et qui bénéficient de faveurs. Et donc il y a la thèse de Diderot et aussi l'antithèse de ce qui se fait dans la vie de tous les jours. Et notre schéma, notre dissertation commence à voir forme. Et c'est pourquoi maintenant, la problématique, on va poser une question simple, mais quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la pensée de Diderot? Voilà la grande question autour de laquelle nous devons travailler. Quels sont les enseignements que vous et moi pouvons tirer de la pensée de Diderot? Et là maintenant, nous allons, donc là je vais écrire la problématique. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la pensée de Diderot?
Ça, c'est autour de cette question maintenant que nous allons bâtir notre développement. Et il faut être astucieux, parfois, devant un devoir de philosophie. En général, quand il s'agit d'une citation, l'auteur aimait une idée, aimait sa pensée. Et nous devons voir maintenant en quoi nous adhérons à la pensée de l'auteur. En quoi nous allons adhérer à la pensée de l'auteur. Et donc, Diderot, dans une première partie, on va parler de la revalorisation du mérite personnel. Mais avant de parler de la revalorisation du mérite personnel, il nous faut définir, parce que là, le sujet vous le contraint à le faire. Définissez ce que c'est que le mérite personnel. Et là, je crois que beaucoup d'élèves ont chuté dans ce passage. Il y a par contre, j'ai donné 14, c'est pas fréquent, à un élève qui a vraiment fait un bon travail. J'ai donné aussi 2,12 à des élèves qui ont fait aussi des devoirs corrects. Mais j'ai été aussi très moins indulgent pour certains élèves. Voilà. Donc, comment peut-on définir, selon vous, le mérite personnel? Le mérite personnel. D'une manière générale, je ne suis pas très pessimiste par rapport à la classe. Parce que je me rends compte que mais les élèves font des efforts. Vous suivez ce que je dis. Et ça, c'est bien. Il reste maintenant à organiser vos idées, à être plus précis dans l'expression de vos idées. Mais d'une manière générale, j'ai été agréablement surpris de voir que, mais il y a des élèves qui essayent de faire des efforts. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, dites-moi maintenant, comment on peut définir le mérite personnel? L'élève qui a 14 là, tu dois pouvoir le... Ah, je n'ai pas voulu le dire, donc. Je vous le dirai tout de suite. Oui. Le mérite personnel. Donc, le mérite personnel fait appel à la notion d'effort. D'effort. Un mérite, c'est un effort. Et ça, prenez ma définition de ce qu'est un mérite personnel. On peut définir le mérite personnel comme les efforts faits par une personne, comme les efforts faits par une personne en s'appuyant sur ses seules capacités physiques, morales et intellectuelles. Donc, on peut définir le mérite personnel comme les efforts faits par une personne en s'appuyant sur ses seuls. Et le terme seul est important. Quand on parle de mérite personnel, on n'est pas aidé.
on y va. Ce sont nos seuls efforts qui sont pris en compte. Donc, en s'appuyant sur ces seules capacités physiques, si vous prenez un sac de 50 kilos, vous le portez, mais jusqu'à la maison, mais ça, c'est un mérite personnel, parce que personne ne vous a aidé. Vous vous êtes appuyé sur vos capacités physiques, vos seules capacités physiques. Mais dès qu'il y a l'aide de quelqu'un, on ne peut plus parler de mérite personnel. Donc, en s'appuyant sur ces seules capacités physiques, morales et intellectuelles, pour être digne de récompense. Donc, la personne s'appuie sur ses seules capacités physiques, morales et intellectuelles pour être, ça vous le prenez, ça fait partie de la définition. Pour être digne de récompense. Pour être digne de récompense et d'éloge. Qu'est-ce que c'est qu'un éloge? Qu'est-ce que c'est qu'un éloge? Ouais. C'est presque flatté. Oui, voilà, exact. Mais peut-être pas trop flatté, mais où l'on vante quelqu'un. Voilà. Parce que quelqu'un qui porte un sac de... Il voit son père qui pose un sac de 50 kilos ici, et qui n'a pas le prix pour prendre un clando. Il dit, mais je porte le sac jusqu'à la maison. Là maintenant, il s'est appuyé sur ses capacités physiques. Et quand le père lui dit, mais Dieu le Dieu, mais c'est parce que c'est un éloge. Tu as fait du bon travail, mon fils. Voilà. Donc, pour être digne de récompense, et là maintenant, si par exemple un oncle le voit porter ce sac, qui lui donne 10 000 francs, mais c'est une récompense méritée. Parce qu'il a fait un travail sans l'aide de personne d'autre. Et je vous dis que la philosophie, elle est pragmatique. On met tout à fait à côté les pensées des philosophes, mais on est dans le pragmatisme. Voilà. Donc, pour être digne de récompense et d'éloge. L'éloge, c'est un discours où on vante quelqu'un. Parce que la flatterie, en général, c'est un discours qui n'est pas mérité. On flatte le président, il ne le mérite pas. Mais l'éloge, c'est un discours mérité. On vante les vertus de quelqu'un, mais il l'a mérité. Pour être digne d'éloge et de récompense, point virgule, pour avoir des faveurs et des privilèges. Et donc, pour avoir faveurs et privilèges, il faut s'appuyer sur ses seules capacités physiques, morales et intellectuelles. Papa San, moi j'ai envie de t'inscrire à l'Institut de philosophie d'Aix-en-Provence, là où je donne des cours. Parce que je te vois très engagé dans la philosophie, c'est bien. Donc, de récompenses et de privilèges. Et ensuite, pour mériter le plus que l'autre n'a pas. Pour mériter le plus que l'autre n'a pas. Celui qui n'a pas fait ses efforts, tu as fait un plus que l'autre, le voisin, n'a pas. Et on y verra, on va le voir tout de suite. Et ça, vous l'écrivez. Hein? Je reprends. On définit le mérite personnel par les efforts faits par une personne en s'appuyant sur ses seules capacités physiques, morales et intellectuelles pour être digne de récompense et d'éloge, pour avoir des faveurs
et privilèges, point virgule, pour mériter d'avoir le plus que l'autre n'a pas. D'avoir le plus que l'autre n'a pas. Et là maintenant, on va dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, d'après la pensée de Diderot, faveur et privilèges ne doivent être donnés qu'à ceux qui ont le mérite personnel. Et donc, Diderot fait ce que l'on appelle la revalorisation du mérite personnel. Donc ça, ce sera l'objet de notre thèse. Et maintenant, deuxième point, là, on se rend compte, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y avait derrière la pensée de Diderot une autre idée consistant à dire, pourtant, moi je veux que faveur et privilèges soient donnés à ceux qui ont le mérite personnel, mais il y a pourtant dans la société des gens qui ont des faveurs et des privilèges et qui n'ont pas le mérite personnel. Et ça maintenant, ce sera l'objet de la deuxième partie de notre là maintenant, comment on peut intituler notre seconde partie? Parce que Diderot, lui, il parle de la revalorisation du mérite personnel. Il faut le donner à ceux qui ont le mérite personnel. Et maintenant, pourtant, il y a des gens qui en ont et qui n'ont pas de mérite personnel. Et donc, cela veut dire que la pensée de Diderot est justifiée. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que la pensée de Diderot est justifiée. Il l'a dit et on constate que ce qu'il a dit est vrai. Donc, la deuxième partie, on va l'intituler « Justification de la pensée de Diderot ». Et là maintenant, on va prévoir une synthèse et une conclusion. Donc, revalorisation du mérite personnel, on peut le dire, c'est la thèse de Diderot. Et deuxième point, l'antithèse, c'est la justification. Ça veut dire que ce que Diderot a dit est vrai. Et là maintenant, on l'annonce. Après avoir, quel enseignement peut-on tirer de la pensée de Diderot? Et on annonce maintenant notre plan. Notre plan sera en deux parties. D'abord, la thèse de Diderot qui revalorise le mérite personnel. Et deuxième point, le mérite personnel n'est pas revalorisé, et c'est la justification maintenant de la pensée de Diderot. Oui? Est-ce qu'il ne faut pas parler de la faveur et la privilège peut être donnée aussi à ceux qui n'ont pas de mérite? Oui, mais c'est... On doit parler de ça à la deuxième partie. À la deuxième, voilà, c'est l'objet de la deuxième partie. Parce que dans la première partie, vous donnez des arguments. Et là maintenant, je ne vous demande pas la pensée de Nietzsche. Je ne vous demande pas la pensée des philosophes. Ça, j'en ai pas besoin. Je vous ai dit, à partir
argumenter à partir de vos connaissances personnelles et de vos lectures. Tout simplement. Je vous ai dit qu'on peut faire un bon sujet de philosophie et avoir 14 sans parler une seule fois de philosophe. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné 14 à un élève. Et là, maintenant, comment peut-on justifier, comment peut-on valoriser le mérite personnel? Donc, quand une société donne les faveurs à ceux qui ont du mérite, comment vous pouvez apprécier ce sujet-là? Quel jugement pouvez-vous faire de la société? Une société est là où on donne les faveurs à des personnes qui le méritent. Oui? Une société juste. Voilà. Une société de justice. Voilà. Une société de justice, une société d'équité. Et ça, vous dites que, alors, la thèse de Diderot se justifie par le fait que Diderot pense à l'institution d'une société juste et équitable. Là, c'est un premier argument que vous pouvez avancer. Et maintenant, quand on donne les faveurs et les privilèges à ceux qui ont du mérite, quels sont les avantages pour la société? Par exemple, et bien sûr, une société qui se développe, une société performante. Parce qu'on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc la société se développe. La société est performante. Donc là aussi, vous pouvez le mettre dans... Quand le mérite personnel est valorisé, la société devient performante. Et ensuite aussi, expérience personnelle. C'est ce que je vous demande. Quand Dieu nous a chassé notre ancêtre Adam et Ève du paradis, et Dieu leur a dit, mais je vais vous mettre maintenant dans la terre, vous allez descendre. Et nous avons le paradis, et ici on a la terre. Dans le paradis, Dieu avait donné une faveur sans condition. Par amour, il avait mis nos ancêtres dans le paradis. Et là-bas, ils ne connaissaient aucune souffrance. Ils mangeaient tranquillement, mais ils étaient dans la félicité. Et ils baignaient dans la lumière de Dieu. Et Dieu leur avait posé une seule condition. Il ne faut pas manger le fruit d'un arbre. Et là, poussés par Satan, ils ont mangé le fruit de l'arbre. Et Dieu leur a dit maintenant, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre, ils se sont rendus compte que mais il y a eu une faute. Et ça se révèle dans un premier temps par leur nudité. Ils étaient nus dans le paradis, mais ils ne le voyaient pas. Ils étaient sous la protection de Dieu. Ils ne voyaient pas leurs insuffisances. Dieu leur avait donné sa protection. Et quand ils ont mangé le fruit interdit, ils se sont rendus compte effectivement que mais ils étaient nus. Et ils se cachaient. Et Dieu leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous cachez maintenant? Ils ont mangé le fruit interdit. Et là, à partir de ce moment, Dieu leur dit, mais vous allez retourner maintenant sur terre. Et sur terre, vous serez confrontés aux maladies, vous serez confrontés à la misère, vous serez confrontés à toutes les misères imaginables. Mais maintenant, Dieu, dans son amour pour l'homme, il leur dit, mais je ne ferme pas la porte.
vous pouvez retourner au paradis. Mais maintenant, à condition de travailler. À condition de travailler. Et là maintenant, Dieu est le premier à valoriser l'effort. Pour quitter maintenant la terre et retourner au paradis, il faut faire un effort. Donc Dieu est le premier à valoriser l'effort. Et donc c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Pour votre baccalauréat, il ne faut pas rester sans rien faire et attendre la fin de l'année pour dire mais je vais avoir mon baccalauréat. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas lire Wolof, ce que les Wolofs disent, mais Djangoul Tari, mais du deug, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ce que tu n'as pas étudié, mais dans ta tête. C'est ça le problème. Il faut faire l'effort pour pouvoir avoir le baccalauréat et travailler régulièrement. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour dire que non. Le baccalauréat, c'est un effort personnel. Et ça, vous pouvez le dire dans le devoir. Il y a certains qui l'ont dit. Et j'étais très content. Pour avoir le baccalauréat, mais il faut faire l'effort de travailler régulièrement. Pendant que les gens s'amusent, pendant que les gens dorment. Mais si vous voulez avoir le baccalauréat, il faut travailler. Ça, c'est clair. C'est la notion d'effort. Et ensuite, j'aime bien un texte de Jean de La Fontaine, parce que je vous ai dit, la philosophie, elle est pragmatique. Je ne veux pas la pensée des philosophes. Mais tout le monde a étudié le texte, peut-être le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Le dit, mais creusez, bêchez, ne laissez aucun endroit où la main ne passe et repasse. Ça, c'est la notion d'effort. Pour dire que si vous voulez réussir, si vous voulez valoriser le champ que je vous laisse en héritage, mais il faut travailler. Il faut travailler. Donc là aussi, c'est la valorisation du mérite personnel. Et Dieu, dans la notion d'effort, mais si Dieu attache beaucoup d'importance à la prière nocturne, il y a des saints qui se lèvent la nuit pendant que les autres dorment, eux ils se lèvent pour prier. Ça, c'est pour mériter les faveurs de Dieu. Parce que Dieu, il est juste. C'est la justice par excellence. Tout ce qu'il donne à quelqu'un, il le mérite. Dieu ne connaît pas, il l'a dit à Mahomet, qu'il ne connaît pas, lui, le sang et autres. Il faut être méritant. Et donc, ceux qui prient la nuit, mais ça, ils sont favorisés par Dieu. Ils sont dans les grâces de Dieu. Et ils se préparent à retourner au paradis pour vivre une vie tranquille dans l'éternité. Ensuite, le jeûne. Le jeûne, c'est un effort pour physique et moral. Donc, le jeûne, tu t'épuises physiquement et moralement, mais pour bénéficier de la clémence de Dieu. Donc ça encore, c'est la notion. Et ensuite, il y a aussi un beau texte de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Pendant tout l'été, la cigale est actuellement en train de chanter. Et la fourmi, lui, il prépare l'hiver en cherchant des aliments qu'il garde. Parce que l'hiver, il fera excessivement froid et il ne trouvera pas d'aliments. Et donc, c'est pendant les difficultés de l'été, quand il fait chaud, il va arpenter
pour pouvoir garder ses aliments et préparer l'hiver. Et en hiver, la cigale qui chantait pendant tout l'été vient le voir pour lui demander, mais de l'aide. Il lui dit, mais pendant que tu chantais, moi j'étais en train de travailler. C'est pourquoi j'ai amassé une nourriture, mais qui est là, c'est pas tombé du ciel, c'est mon effort personnel. Donc, voilà des exemples qui peuvent nous montrer effectivement. Et il y a des élèves qui ont parlé des problèmes de la mairie de Tivaouane. Je crois que le maire ne doit pas être très content quand il va lire certains devoirs, parce que mais c'est parce que on a donné des postes à des gens qui ne sont pas méritants. C'est tout simplement ça. Parce que quand on a le mérite, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, je crois que, et c'est dommage, vous n'avez pas fait une bonne publicité pour la mairie de Tivaouane là. Ça, c'est sûr, parce que vous avez trop dénoncé ce qui se passe. Donc voilà. Qu'est-ce qui peut encore trouver des éléments pour valoriser le mérite personnel? Songeons aux équipes de football. Les joueurs qui s'entraînent le plus, mais ils sont plus performants sur le terrain. Ça, c'est exactement ça. C'est le mérite personnel. Mérite personnel. Hein? Voilà, exactement. Donc, il a beaucoup travaillé. Il le mérite. Même si on a essayé de le désavantager, mais le mérite, il est là. Finalement, bon, on sait que il est méritant. Donc voilà le fond. Donc moi je dis qu'en philosophie, c'est un apprentissage aux règles de vie de notre société. Parce que je vous ai dit que la pensée d'un auteur n'a aucune importance si vous ne pouvez pas l'appliquer dans la vie de tous les jours. Elle ne vous sert à rien. Cette pensée de Diderot, mais il faut l'appliquer pour pouvoir en tirer profit, il faut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et même, mais qui est plus philosophe que notre prophète Mahomet? Qui est plus philosophe que lui? Si on regarde ces hadiths, mais c'est empreint de philosophie. Et donc, quand il parle de ce qui se passe dans l'Arabie saoudite, de l'époque, dans l'Arabie islamique de l'époque, mais si nous pouvons en tirer profit aujourd'hui, c'est une application dans nos réalités. Voilà le problème. Voilà l'importance de la pensée des philosophes. On doit l'appliquer, on doit l'adapter à nos réalités. Oui? En Afrique, la manière dont on est nos présidents, qui a posé le sous-développement de l'Afrique, parce qu'on élit les présidents à cause de les intérêts personnels. Ouais. Mais oui, ça, je crois qu'on va y venir dans la seconde partie, la justification de la pensée de Diderot. Parce que nous avons argumenté pour montrer l'importance du mérite personnel. L'importance du mérite personnel. Que Diderot a raison. Parce que notre référence de base, c'est Dieu. Si vous dormez tous les jours, vous dormez toute la nuit, alors que l'autre se lève toutes les nuits pour prier, mais vous ne pouvez pas avoir la même valeur devant Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc Dieu valorise l'effort. Et il y a l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous ne pouvez espérer l'aide de Dieu tant que vous n'avez pas fait l'effort personnel. Et ça, c'est moi, ces genres de choses, ces genres de comportements que j'attends
d'un devoir de philosophie, mais pas vraiment un exposé. Parce que les pensées des philosophes, vous les maîtrisez très mal, donc ce n'est pas la peine de vous gaver de pensées de philosophes. Un devoir de philosophie fait appel à vos connaissances dans vos comportements de tous les jours. Voilà le problème. Et donc, on va vers notre antithèse, la justification de la pensée de Diderot. Donc aujourd'hui, et je viens sur ce que vous allez me dire, nos dirigeants ne sont pas élus, même s'il y a la démocratie, mais ils ne sont pas élus démocratiquement. Ils ont de l'argent, ils peuvent mais corrompre les électeurs, peuvent corrompre les leaders d'opinion qui donnent des consignes de vote pour eux, si bien que, mais quand ils prennent le pouvoir, mais ils ne sont pas bien élus. Donc ça, on ne peut pas parler de mérite personnel. Parce que quand tu prends l'argent de l'État, faire une campagne, quand tu prends l'argent de l'État pour corrompre des électeurs, quand tu prends l'argent de l'État pour corrompre des leaders d'opinion, mais quand tu es élu, ce n'est pas une bonne élection. Donc maintenant, une fois ces gens-là sont élus, ils nomment. Moi, j'ai entendu un président sénégalais, je crois que c'était le président Wade, qui disait que je peux même prendre mon chauffeur pour le nommer ministre. Ça, je crois que ce n'est pas des choses à dire, parce que quand même, la fonction de ministre doit être donnée à quelqu'un de compétent. Si bien que sur ce plan-là, aujourd'hui, les difficultés que nous vivons, c'est parce que ceux qui décident dans les États n'ont pas les compétences qu'il faut. Et là, on peut maintenant faire appel à Socrate pour confirmer, pour justifier la pensée de l'autre. Socrate disait que, mais pour diriger la cité, il faut avoir des dirigeants formés. Il dit que si on veut être médecin, on doit être formé. Si on veut être avocat, on doit être formé. Et donc, pour diriger la cité, il faut être formé en politique. Donc, voilà. Et le fait de donner des postes à des gens non méritants, ou bien parce que ce sont des amis, ou ce sont des parents, c'est ce que l'on appelle le népotisme. Le népotisme, c'est le fait de donner des postes ou des faveurs à des gens qui ne sont pas méritants et qui sont des amis ou des parents. Et au XVIIIe siècle, quand on parlait de Diderot, mais le roi était le chef du népotisme. Parce qu'il disait que c'est mon bon vouloir de donner des privilèges à qui je veux. Parce que je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. Voilà. Et c'est ce qui faisait, ce qui a poussé Diderot à émettre sa pensée. Donc le népotisme maintenant est actuellement en train de perturber complètement la gestion de nos États modernes. Aucun État n'est à l'abri de ce népotisme-là actuellement. En tout cas, en particulier en Afrique. On vit le drame du népotisme. On ne donne des postes qu'à des personnes qui sont des amis du président ou de la famille du président. Et donc là maintenant, c'est la médiocrité qui s'installe dans un État. C'est contraire. C'est le contraire du développement qui se produit.
Parce que quand on donne un poste à quelqu'un qui n'est pas capable de rehausser le poste ou de donner des orientations pour le bien public, qui ne pense qu'à se servir lui-même, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, aujourd'hui, qu'on ne s'y trompe pas. Les problèmes que nous vivons actuellement, c'est uniquement parce qu'on n'a pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça, vous devez le savoir en tant que étudiant élève de terminale, et vous êtes, appelez-vous. Parce que quand la pensée des auteurs ne peut vous servir que pour vous permettre d'éviter ce que vous avez vu. Donc, c'est à vous maintenant de changer le système qui est là. C'est à vous. C'est à vous. Donc, quand quelqu'un n'a même pas... J'ai vu, malheureusement, si vous savez, les conditions qui sont posées pour enseigner dans les universités en France, vous ne pouvez pas le croire à vos yeux. La sélection est extrêmement rigoureuse. Ça, il faut le dire. Il y a vraiment une sommité pour pouvoir le faire. Ça, c'est clair. Parce que aussi, mais les Français, ils savent la valeur du savoir. Et on ne peut pas enseigner dans une université tant qu'on n'a pas la tête pleine. Ce n'est pas possible. Et on te fait passer par tous les tamis pour pouvoir mériter ce poste-là. Je vois par exemple au Sénégal, mais des gens qui enseignent à l'université, soit parce qu'ils ont été anciens ministres ou autres, on leur a concocté une thèse qui ne représente rien, et ils se trouvent en train de former des étudiants, alors qu'ils n'ont pas la capacité. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et donc, c'est une médiocrité qui s'installe. Ça, il faut qu'on l'évite. Il faut qu'on l'évite. Et ça, les jeunes doivent le savoir, pour que demain, quand vous serez aux responsabilités, que vous puissiez éviter cela. Vous voyez toujours, pour la justification de la thèse de Diderot, dans nos États, je viens de vous le dire, pour accéder à, pour réussir à des concours, mais vous l'avez dit, beaucoup d'élèves l'ont dit, il faut avoir les bras longs. Beaucoup d'élèves l'ont dit. Si on n'a pas le bras long, mais on ne réussit pas, quelles que soient ses compétences. Et on voit des gens qui ne sont pas compétents et qui réussissent. Parce qu'ils ont leur père, ou bien leur oncle, ou bien leur tata qui est aux responsabilités. Et ça, c'est pas juste. On ne peut pas avancer un État dans ces conditions. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ensuite aussi, toujours, la protection de nos deniers publics. Quand on n'est pas formé à la gestion, mais malheureusement, on n'a pas les idées pour pouvoir gérer les deniers d'un État, les biens d'un État. Et c'est pourquoi, mais on connaît ces difficultés économiques. En Afrique, toutes les difficultés économiques que nous vivons, c'est ça. Il y a encore des arguments pour justifier la pensée de Diderot? Oui. Il n'y a pas aussi l'influence un peu négative de l'Occident. Oui. Donc, il faut peut-être contribuer à ces problèmes-là en Afrique. Peut-être qu'on a une mauvaise gestion gouvernementale. Oui. Il y a des gestions, n'est-ce pas, gouvernementales partout en Afrique. Il y a aussi, je pense quelque part aussi l'influence de l'Occident des êtres humains. Mais de toute façon, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'il y a le président de Gaulle qui disait que les grandes puissances, en tout cas la France, n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Voilà. Donc, si bien que
au prix de leur intérêt, ils peuvent tout faire. La colonisation, mais c'est pour protéger les intérêts des Français ici. L'impérialisme français, c'est pour protéger les intérêts. Et aujourd'hui, on est au temps des indépendances, mais ils ne veulent pas lâcher le morceau. Regardez le cas du CFA. La France ne veut pas abandonner le CFA. Parce que le CFA est vital pour l'économie française. Donc, et la France va protéger un gouvernement qui va défendre le CFA. Même si tu es un gouvernement incompétent. Parce qu'eux, ils veulent que le CFA soit défendu. Et ils peuvent envoyer leurs militaires et tout pour protéger un président qui défend le CFA. Ou un président mais qui est prêt à leur faire des contrats sur les richesses minières de leur pays. Voilà le problème. Et donc, sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord que parfois cette médiocrité que l'on rencontre en Afrique, mais il y a malheureusement l'influence des Occidentaux. Hein. Ça, parce que eux, ils ne le cachent pas. Hein. Ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts en Afrique. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Donc, oui. Oui, là aussi, c'est-à-dire, moi je dis que à ce niveau, c'est-à-dire en général, celui qui réussit un concours avec ses efforts personnels, en général, ce gars-là, il n'est pas corruptible. Mais quand tu réussis un concours, parce que tu as été aidé quelque part, parce que tu as reçu le coup de pouce qui fait que tu n'es pas méritant, en général, c'est les comportements que nous voyons. Bon, mais il y a des élèves qui l'ont dénoncé. Je crois que certains policiers ne sont pas contents. Mais oui, c'est parce que bon, mais le mérite personnel n'est pas valorisé au niveau des concours. Il faut qu'on valorise le mérite personnel au niveau des concours. Voilà. Et vous pensez que c'est juste ce qui se passe parfois dans l'examen du baccalauréat? Mais les fuites qu'on voit, mais ça se situe à des niveaux très élevés c'est pas moi qui peux accéder aux épreuves. Ceux qui accèdent aux épreuves, mais c'est vraiment des gens qui sont très, très, très bien placés. Voilà. Et que donc, mais c'est pas juste, mais de donner les épreuves corrigées à son neveu ou à son fils, alors que d'autres ont travaillé, n'ont pas réussi. Ça, je crois que c'est une maladie de la société qu'il faut vraiment soigner rapidement. Et troisième point, nous allons faire la synthèse. La synthèse, mais nous allons donner notre appréciation personnelle par rapport au sujet et en étant assez aussi critique. Parce que donner notre appréciation personnelle, cela ne veut pas dire effectivement qu'il faut raconter n'importe quoi. Dans notre appréciation personnelle, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse là? Qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse? Par exemple, si je vous demandais l'intérêt, vous l'avez déjà dit, l'intérêt de la valorisation du mérite personnel pour un État ou pour une société. Quel est l'intérêt? Hein? Oui, voilà. La société peut se développer parce que le savoir est valorisé. Parce qu'on a mis les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, sous cet aspect, on peut dire que la pensée de Diderot se justifie dans la mesure où la valorisation du mérite personnel permet de développer une société, permet
d'établir une justice sociale et une équité au niveau des membres de la société. Il n'y a pas encore alors d'humiliation. Donc, en développant le mérite personnel, on évite de frustrer les citoyens. On évite d'humilier des citoyens. La frustration, c'est quoi? C'est-à-dire, je travaille, moi, je suis sûr que j'ai bien travaillé dans un concours, et je vois quelqu'un qui n'a rien foutu, et qui se retrouve admis au concours, et moi, je me retrouve sans rien. Donc ça, c'est la frustration, c'est l'humiliation. Et ce gars-là, la personne qui est humiliée, qui est frustrée, mais il peut se retrouver. Ce n'est pas une raison d'être délinquant, mais il peut se retrouver dans un désespoir, et s'il n'a pas la force morale qui le retient, mais il peut se retrouver mais dans la déchéance. Voilà. Ensuite aussi, la valorisation du savoir, la valorisation du mérite personnel est un gage de stabilité sociale, est un gage de sécurité, parce que les citoyens se sentent en sécurité. Et c'est un gage aussi d'amour de son pays, parce qu'on sait qu'on est dans un pays juste. Voilà. Et donc ça, une première synthèse permet effectivement d'argumenter, de rappeler un peu notre thèse, mais avec une phrase de transition, ça vous le verrez dans le document que je vais vous donner, avec une phrase de transition, mais à côté, on se rend compte que malheureusement, le savoir n'est pas valorisé. Et par conséquent, la non-valorisation du savoir, mais c'est une injustice sociale, c'est une humiliation des citoyens, et ça, la société ne peut pas se développer. Et donc, il faut maintenant, en synthèse, donner votre marque personnelle. Quel message voulez-vous penser personnellement? Quel message? Et donc là, il faut s'appuyer sur un Socrate. Le choix des dirigeants est important dans la société. Car si ceux qui dirigent ne sont pas formés, on se retrouve dans une société médiocre où le savoir n'est pas valorisé. Mais il faut une volonté politique maintenant. Ça, il faut une volonté politique. Il faut que ceux qui dirigent soient engagés dans la valorisation du mérite personnel. Et enfin, on va conclure. Et ça, la conclusion, ne la négligez jamais. Un devoir qui est introduit, il faut le conclure. Ça, c'est une nécessité de conclure. Oui. 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 Comment? Oui. Oui, c'est possible. Là, vous pouvez faire votre devoir en deux parties, et la synthèse, c'est la conclusion. Ça, c'est tout à fait possible. Et parfois, actuellement, je vous le recommande. Ce que j'ai dit ici, vous pourrez valablement le reprendre en conclusion. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la conclusion est l'aboutissement du devoir. Et ce sont les derniers éléments qui restent dans la conscience du professeur avant de donner la note. Donc c'est pourquoi moi je recommande toujours de rédiger la conclusion avant même de rédiger le développement. Parce que c'est l'élément le plus important. Mais on a tendance à bâcler la conclusion, et en général, en tout cas moi, je lis d'abord l'introduction et je lis la conclusion.
Et après maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Je lis le reste. Mais donc, la conclusion, c'est l'aboutissement du travail. Et c'est vraiment les réponses que vous apportez à votre problématique. Donc, le texte de Diderot est important parce qu'il donne aux citoyens des conseils et une méthode de travail, un art de vivre. Ça, il faut dégager l'intérêt que le sujet que vous venez de traiter suscite en vous. Et là maintenant, vous terminez votre conclusion en dégageant des pistes de réflexion. Il aurait souhaitable que nos gouvernants, que la communauté puisse s'appuyer sur la pensée de Diderot, qui nous paraît être une pensée progressiste pour un État, bon, pour pouvoir poser les jalons d'un développement. Ça, vous dégagez une piste. Mais tout ceci, ça peut vous être très compliqué, mais au fond, elle ne l'est pas. Il faut y aller très simplement. Si vous maîtrisez votre devoir du début à la fin, c'est facile d'amorcer une bonne conclusion. Et pour terminer, j'ai vraiment des conseils à vous donner. Parce que ça, je m'en suis rendu compte que c'est des erreurs extrêmement graves au niveau des élèves. Vous ne lisez pas assez le sujet. Il y a des élèves qui sont passés complètement à côté du sujet parce qu'ils n'ont pas bien compris le sujet. Ils ont voulu rédiger sans comprendre le sujet. Ils sont passés à côté. Là, vraiment, quelle que soit ma bonne volonté, je ne peux pas mettre plus de 4. Ce n'est pas possible. Donc, il faut bien lire le sujet pour le comprendre. Parce que vous n'avez pas besoin de connaître la vie du philosophe. Vous n'avez pas besoin de connaître sa famille. Vous n'avez pas besoin de connaître son environnement. Ça, si vous le savez, c'est bien. Vous pouvez le savoir. Toutes les lectures intéressantes, vous l'avez sur Google. À la veille d'un sujet d'un cours de philosophie, mais allez juste chez Google, vous tapez le titre, vous avez le sujet. Voilà. Donc ça vous évite de faire un remplissage. C'est vos connaissances qui sont jugées par le correcteur. Et donc, ensuite, autre chose, ne parlez de philosophe que si vous avez la certitude de la pensée du philosophe que vous avancez. Parce que le professeur à qui vous parlez, il connaît mieux que vous la pensée des philosophes. Et donc, c'est de remplissage que de parler de philosophe sans maîtriser ce philosophe-là. Et quand vous parlez de la pensée d'un philosophe, mais il faut pouvoir dire dans quel livre il l'a dit. Il faut pouvoir le dire. Et si vous avez des difficultés à dire la pensée de l'auteur, à replacer la pensée de l'auteur dans l'ouvrage de l'auteur, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ensuite, malheureusement, vous êtes en S. J'ai vu qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Les fautes diminuent la qualité
de votre copie. Évitez de vous précipiter pour écrire des fautes. Et ensuite, je vois des élèves, par exemple, quand ils vont couper président, ils mettent là et ils mettent ici un T. Mais on coupe un mot par syllabe. Ça, président. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et ensuite aussi, la ponctuation. La ponctuation, mais elle est valable. Une virgule mal placée, ça change complètement le sens de la phrase. Il faut éviter ça. Et enfin, écrire lisiblement. Je vous ai dit que les yeux d'un correcteur se fatiguent très vite. Et par conséquent, si vous n'écrivez pas lisiblement, mais rapidement, vous risquez de fatiguer le correcteur. Il ne va pas se faire d'état d'âme. Hein. C'est l'examen, il a des centaines de copies à corriger. Il va évacuer rapidement votre copie et il met la note. Et cette note-là sera valable. Donc, écrivez lisiblement. Donc, voilà les conseils que je voulais vous donner. Et ça, je remettrai ça à Pape Hassan. Donc, il en fera une copie pour vous donner la technique de la dissertation. Bon, là, je vais vous donner vos copies. J'avoue franchement que je suis agréablement surpris parce que j'ai vu des élèves qui ont fait vraiment un effort. Et dans ma manière de distribuer des copies, je ne lis que les élèves qui ont la moyenne. Pour le reste, je ne lis pas. Voilà. Alioune Gueye. Qui c'est Alioune Gueye? Alioune Gueye, tu as fait un bon travail. J'ai dit bien écrit dans l'ensemble. Mais les arguments doivent être plus précis. Mais vraiment, je crois que tu as écrit et sans faute aussi. Je n'ai pas été trop généreux en te mettant 14. C'est bon, il faut continuer. Mamadou dit Jacques Diouf. Là, Mamadou aussi, il y a de bonnes idées. Il faut développer davantage. Mais c'est pas mal. 12. Cheikh Tidiane Faye. Voilà, Cheikh Tidiane aussi, de bonnes idées. 12. Malik Mbow. Malik, oui, il faut éviter les fautes. Voilà, de bonnes idées. 11. Mame Dior Lo. Mame Dior, il faut aller plus loin. 10. Moulay Abdelaziz Dabakh Fall. Dabakh, 10 aussi, de bonnes idées, mais il faut aller plus loin. Ndeye Bator Sarr. Ndeye Bator, encore des idées, mais il faut mieux les exprimer. Fatou Tchaou. Voilà. Là, vraiment, j'ai donné de bonnes notes. Hein. Aïssatou Gueye. Voilà, 10 aussi. Bon, Magasek. Absente. Donc, hein, ah bon, d'accord. 9. Là, pour le... Ah oui, là, je lirai les 9, là, et après, Marème Gueye. Marème Gueye, 9. Donc, là, un petit effort, et ça ira. Binta Diop. Binta Diop, 9. Un petit effort. Et là, maintenant... Ça va de 8 à 4. Ibrahima Samb. Samb, encore des efforts. Il faut faire des efforts.
Encore de petits efforts, de grands efforts. Mambendoui. Kadimka. Salamoup. Absent. Djibril Bachi. Des efforts, Bachi. Sali Diop. Des efforts, Sali. Babakar Anne. Des efforts. Mamadou Habib Signan. Absent. Djibi Ndiaye. Djibi Ndiaye, je veux vraiment des efforts là. Elhaji Abdul Aziz Gueye. Gueye, je veux des efforts là. Il me faut des efforts là. Hassan Baye. Hassan, absent. Daba Djabaye, absent aussi. Ndeye Seynabou Sen. Ndeye Seynabou, il me faut des efforts là, vraiment. Des efforts. Bon. C'est bon? Pas de questions à poser? Hein? Oui? Oui? Mais s'ils veulent, je leur propose notre devoir. Oui? Bon, là je veux faire avec vous le cours sur l'épistémologie. Parce que c'est le cours le plus important en TS. Et en général, presque tous les sujets de bac sont dans le cours d'épistémologie. Donc je crois que si je fais ce cours-là, je pourrais tranquillement retourner en France. Voilà. Oui. Je pense que je vais voir ça. Je vais prévoir l'apologie de Socrate et le cours sur l'épistémologie. Donc, ou bien je commence l'épistémologie et je fais l'apologie. Donc, je pense que peut-être on verra si c'est possible à partir de la semaine prochaine. Voilà. Oui? Oui. 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 On met la consigne ou bien sous forme de question. Oui. Et dans ce cas, on dit après le sujet, par exemple, la dernière. Oui. On avait donné un sujet comme n'a-t-il pas de connaissance? Oui. C'est celle qui se repose des faits observables. Absolument. On dit, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de donner des sujets de bac dans ces Mais je vous ai dit, il y a 4 manières de faire. Vous le retrouvez dans le document. Il y a un sujet question. Peut-on croire en Dieu et être libre? Et ce qu'on appelle aussi parfois un sujet, qu'en pensez-vous? Voilà, donc c'est un sujet qui porte sur une question. Il y a un sujet qui porte sur la notion. Donc on vous donne un terme, la joie, la peur, tout court, et on vous demande de traiter. Ensuite, il y a le rapport de notions. Par exemple, justice et pardon. Et enfin, dernier sujet, porte sur la citation. C'est la pensée d'un auteur. Donc, attendez-vous à avoir ces... Vous l'avez donné comme ça. Hein? Mais est-ce que dans la majeure partie des îles de philosophie, Oui. c'est pas l'élève qui fait son plan. Oui. L'élève qui va produire son plan. Son plan, oui. Oui. Mais ici, je vois que dans votre sujet-là, Oui. vous devez préciser le plan. Non, mais... On le fait en français. Oui. En français. Oui. En français, par exemple, il y a des sujets de type céréales qu'on fait l'élève. On demande ce qu'il doit faire au développement. Oui. Mais on dit qu'en philosophie, on doit laisser l'élève. C'est lui de produire, comprendre et faire son développement. Non, mais là, je crois que le terme sujet, thèse
antithèse, synthèse, ça je crois que c'est les règles universelles de la philosophie. Ça, quel que soit le plan que vous allez faire, il faut l'inscrire dans cette rubrique-là. Là maintenant, le développement, il est personnel. Moi, je vous ai donné un plan conforme au sujet que j'ai proposé. Mais par exemple, un plan, il faut toujours le motiver. Si quelqu'un peut trouver un plan autre que ça, mais qu'il le motive, qu'il donne ses arguments, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est de donner des arguments, de défendre le plan que vous proposez. Voilà. Parce que le professeur qui corrige, mais il vous juge en fonction de vos connaissances personnelles. Ce n'est pas le cours qu'il a donné en classe qui l'intéresse, mais quels sont vos arguments personnels. C'est ça qui intéresse le professeur. Et là maintenant, vous pouvez l'exprimer suivant votre propre plan, mais ce n'est pas gênant. Mais l'essentiel, il faut le défendre. Voilà. Je vous remercie.